En septembre dernier à Marseille, le pape François osait affirmer « Ceux qui se réfugient chez nous ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter. Si nous les considérons comme des frères, ils nous apparaîtront surtout comme des dons. » Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier de l'intégration en France. Le pape, ce jour-là, ne s'est pas vraiment réconcilié avec ceux qui le jugent naïf ou totalement décalé sur les questions d'immigration. Généralement, après avoir hurlé contre François, ils invoquent les anciens papes, en oubliant ou en ignorant par exemple que Jean-Paul II en 1995 plaçait le devoir de fraternité envers les migrants au-dessus du cadre légal, bref, une justification à la désobéissance civile. Mais si cela n'a pas provoqué chez eux une crise d'apoplexie à l'époque, c'est bien que les temps ont changé. L'immigration, et particulièrement l'immigration clandestine, est devenue un sujet de préoccupation qui pèse politiquement de plus en plus lourd, surtout si on en fait la cause de toute menace terroriste ou de la moindre délinquance, voire de la propagation des puces de lit. Il y a de la peur, elle peut se comprendre, mais aussi beaucoup de confusion. Une confusion qui saute aux yeux quand se télescope la nouvelle loi sur l'immigration et l'entrée au panthéon des Manoukians, eux qui se sont vus refuser la nationalité française. On veut ignorer les raisons de ceux qui ont quitté leur pays, mais on n'en sait pas plus sur ce qui les a fait choisir notre pays, et c'est notre dossier du jour. Un dossier que nous ouvrons souvent car les migrants représentent l'une de nos grandes préoccupations en tant que chrétiens au jour du Seigneur. Et la messe sera célébrée dans 30 minutes dans une église du Doubs. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Ayam Suro. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes philosophe, vous avez fondé l'association Pierre Claver il y a bientôt 16 ans. Cette association, c'est une école fraternelle pour aider les réfugiés à s'intégrer en France. Près de 5000 élèves sont passés depuis 16 ans sur les bancs de votre école. Vous êtes fiers, j'imagine? Bien sûr, mais nous espérons faire mieux encore. C'est quoi le succès de cette école, ou en tout cas l'originalité de ce que vous proposez à ces réfugiés? Je pense que c'est le réalisme. Nous n'avons jamais, depuis l'origine, nous nous sommes jamais gavés d'illusions à propos de la difficulté de recevoir et d'intégrer des réfugiés. Jamais. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Recevoir un étranger, c'est difficile. Ça n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est l'hostilité, la méfiance. Ça, c'est naturel. Mais travailler à recevoir et à intégrer, c'est excessivement difficile, je dirais, pour les deux bords. Pour nous, comme pour les réfugiés qui viennent dans un pays dont la culture, les lois, les pratiques sont très éloignées de ce qu'ils connaissent. Et feindre de l'oublier, ça n'est pas bien. Et c'est un piège. C'est un piège, et c'est un piège dangereux. J'aimerais vous faire réagir à une phrase qu'on a entendue dans l'éditorial d'Éric Paillet. Regardez ce que disait le pape François en septembre dernier à Marseille. Ceux qui se réfugient chez nous ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter. Si nous les considérons comme des frères, ils nous apparaîtront surtout comme des dons. C'est cette bascule-là qui est difficile à faire, peut-être. Pas un fardeau, mais des frères, voire même des dons. Il y a beaucoup de choses dans cette citation. La première, c'est « ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter ». Certainement pas. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de porter le fardeau de l'étranger, mais de le considérer en vis-à-vis. Pas de le tenir, le soutenir. Les réfugiés doivent être relevés. Ce sont souvent des gens qui arrivent brisés, fatigués, désespérés. Et il y a un premier travail de réparation, de consolation, et uniquement de relever. Le porter à bout de bras, oui, ce n'est pas utile. En plus, l'autre n'est pas un objet qu'on doit porter. C'est un autre, un sujet. Et après, donc je suis bien d'accord. Et après, ils deviennent même des dons. Alors ça, des dons, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire.
un don, voilà, comme Moïse arrive porté comme un don. C'est possible, c'est une jolie image en tout cas. Comme des frères est très beau à cause de comme. Voilà. Donc ce ne sont pas des frères, mais nous devons les considérer comme des frères, qui est encore une fois un effort. C'est en fait une fiction nécessaire. Ils ne sont pas des frères, regardez cette phrase. Oui, oui. Si nous les considérons comme des frères. Mais ils ne sont pas des frères. Non, ce ne sont pas des Il ne faut frères. pas oublier cette Et distinction-là. ça c'est très frappant en fait dans le discours du pape, qui je pense a été mal entendu. Oui. C'est qu'il ne fait pas du tout l'économie de l'effort. Il parle par exemple d'une culture d'humanité qu'il oppose à une culture d'indifférence, de haine, etc. Une culture d'humanité, ça veut dire que nous ne sommes pas nés humains, mais que nous devons travailler à le devenir, que c'est difficile, que c'est une épreuve, et que nous devons nous efforcer. Donc c'est ça, une culture. Voilà, demander à un agriculteur ce que c'est qu'une culture. Et il dit bien, Voilà. non, mais il dit bien lui aussi que la réaction naturelle, c'est d'avoir peur, ou en tout cas d'être hostile. Absolument. Et ça, c'est assez... je trouve que c'est bien dans le discours de ne pas faire l'économie comme le font le plus souvent beaucoup de personnes qui défendent l'accueil inconditionnel des migrants ou la générosité sans borne, etc. C'est qu'on a l'impression que c'est une donnée évidente, ils sont déjà frères, nous avons une origine commune et donc on peut les accueillir et c'est très facile, il faut les accueillir. Pas du tout. D'abord, nous ne devons pas les accueillir, nous choisissons de les accueillir. Pourquoi vous avez choisi d'accompagner ces réfugiés en France? Pourquoi c'est important pour vous? Parce que c'est un choix que vous faites là pour le coup. D'abord, une raison personnelle, c'est que j'ai été moi-même et mon père avant moi accueillis par la France. Et donc, je me sens envers la France une dette que je voudrais bien commencer à payer. Mes enfants après moi, mes petits-enfants, j'espère aussi. C'est une dette qui est interminable. Ça, c'est une raison personnelle. Vous venez d'où? Mes parents sont égyptiens. Moi, je suis américaine. Mais mon père est venu ici après la guerre et il a été accueilli alors qu'il n'avait pas de pays. Et ça ne s'oublie pas. Et donc, ça, c'est la première chose qui est personnelle, qui ne regarde pas l'ensemble des personnes qui travaillent à Pierre Claver, qui sont pour l'essentiel des Français. Non, mais ça peut être un moteur fort. C'est un moteur personnel et intime. L'autre motif, c'est qu'il me semble que c'est un des traits les plus formidables de la France. Non pas qu'elle veuille accueillir, mais qu'elle se donne sans cesse les moyens d'accueillir, les moyens. C'est-à-dire qu'elle est apte, qu'elle veut être apte à accueillir sans cesse, grâce à ses institutions, grâce à son modèle, et que ceci est très ancien en France, beaucoup plus ancien que la Révolution, comme certains pensent, beaucoup, beaucoup plus ancien. Et, oui, on a l'impression que c'est assez moderne. Non, 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 la France accueille franc de non. Elle accueille, les gens sont libres aussitôt qu'ils mettent le pied en France, qui est le pays des hommes libres, depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge. Et ça, c'est une grande partie, je vais dire un mot un peu désuet, de l'honneur de la France. Et donc, je suis heureuse d'y contribuer, justement en m'efforçant, en nous efforçant tous, parce que nous sommes très nombreux dans l'association Pierre Claver. Combien? Vous avez parlé de 5000 réfugiés, mais vous savez, comme chacun de nos élèves a un tuteur, ça fait beaucoup de personnes. Il y a des intervenants, il y a des volontaires qui enseignent, il y a des on en verra un tout à l'heure d'ailleurs. Oui, oui. Et donc c'est vraiment, vraiment beaucoup de monde, sans parler de l'armée des ombres, qui sont les personnes que l'on sollicite pour un conseil, les gens qui nous financent. Parce que l'association Pierre Claver a décidé de ne pas toucher de subventions directes, pour que ce soit vraiment les Français qui fassent cet effort-là. Et donc, on sommes très nombreux. Alors, avant d'aller plus loin dans l'échange, je vous propose de découvrir une réalité très émouvante que vous connaissez sûrement, Ayam. En 2023, 60 000 étrangers ont été naturalisés français. Ils sont venus en France pour des raisons professionnelles, personnelles ou politiques. Pourquoi ont-ils fait le choix de devenir français? Nous avons participé à une cérémonie de naturalisation. Vous allez le voir, c'est très émouvant. Regardez.
Autrefois église, aujourd'hui temple des grands hommes et des grandes femmes de la nation, le Panthéon accueille sous sa coupole un événement rare, une cérémonie de naturalisation. Parmi les nouveaux citoyens français ce jour-là, un avocat de 42 ans d'origine macédonienne, Gotse Novakov, arrivé en France pour ses études il y a 25 ans. Pour moi, l'acquisition de la nationalité française s'inscrit dans une suite logique, ayant vécu ici plus de la moitié de ma vie. Il y a eu des difficultés, s'intégrer à la société française, notamment professionnellement, de tout aspect, c'était pas facile. Mais finalement, j'en suis très content de comment les choses se sont déroulées. Je me suis beaucoup, entre guillemets, francisé. J'ai pris les us et les coutumes. Et je considère que la France véhicule des valeurs. C'est des valeurs démocratiques, la tolérance, le respect des autres, la liberté de parole, la liberté d'exprimer ses opinions. Donc je m'identifie beaucoup avec les valeurs françaises, oui, évidemment. Ces nouveaux citoyens originaires d'une cinquantaine de pays qui ont, comme Gotse, choisi la France, sont accueillis par une représentante de l'État. Accueillir de nouveaux compatriotes dans la communauté nationale constitue un moment particulièrement fort. Si la France est un grand pays, c'est parce que dans son histoire, elle n'a cessé de s'enrichir de l'apport des femmes et des hommes qui, comme vous, n'étaient pas nés sur son sol. Tous, alors que vous auriez pu continuer à vivre ici sous un statut de résident, vous avez fait un choix, celui de devenir français. Je vous invite dans chacun de vos domaines par votre engagement à faire briller la France et à lui offrir le meilleur de vous-même. Après la Marseillaise chantée par le chœur de l'armée française, Gotse Novakov est l'un des 8 naturalisés choisis pour recevoir publiquement son livret d'accueil dans la citoyenneté. J'appelle Monsieur Gotse Novakov. Merci, merci. Évidemment, on ne peut pas effacer ce que l'on a été, on ne peut pas effacer les origines. J'ai une double culture et je suis très fier de cette double culture. Dans la devise française, je me reconnais le plus dans la liberté. La liberté parce que ça nous donne tous les moyens pour arriver là où on veut arriver. Donc je suis fier d'appartenir à la France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Gotse ? Du bonheur. Voilà. Ayam pour ce reportage, c'est émouvant quand même. Très. Il est content d'être français, ça veut dire quelque chose pour lui, c'est pas juste un papier. Bien sûr que non. Mais parfois on l'entend chez certains politiques. Certains parlent même de français de papier. On est bien loin de ça. Certains parlent de français de papier, certains étrangers aussi parlent de français de papier. C'est-à-dire ? Ce ne sont pas que les nationalistes qui parlent de français de papier. Oui, nous venons de voir une cérémonie très solennelle avec la garde qui chante, le discours, le Panthéon. Le préfet, le Panthéon. Et un homme qui a de toute évidence conscience de ce qui lui est donné en devenant français, même si le préfet parle de ce qui est exigé en devenant français. Je trouve que parfois on accorde la citoyenneté française. Moi, je préfère dire citoyenneté. Peut-être un anglicisme, mais je n'aime pas beaucoup ce mot nationalité. Il parle d'ailleurs de sa double culture. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas effacer une partie de ce qu'on est. On ne peut pas et ce n'est pas nécessaire. Et il me semble que c'est plus enrichissant pour la France que les gens puisent aux sources les plus diverses pour la France. Et qu'elle ne meure pas dans cette espèce de mêmeté d'une seule culture. Ça n'existe même pas une seule culture qui serait fermée aux autres, ça n'existe même pas. Donc c'est très important. Et il faut que les Français soient plus apaisés d'ailleurs. On a l'impression que les Français sont toujours un petit peu inquiets de cette double culture, comme si elle allait ouvrir à une double loyauté. Et donc à une trahison. Et un effacement peut-être d'une culture qui est plus ancienne. Ici. En réalité, non. En réalité, non. La double culture, comme le bilinguisme, est un véritable enrichissement dans le sens de la possibilité d'innover, d'apporter des mots nouveaux, des sensations nouvelles, des pratiques nouvelles à la France,
qui a déjà hérité d'énormément de pratiques étrangères. Elle oublie parfois. Mais les étrangers, j'entends tout le temps « eux » et « nous ». En réalité, c'est « eux en nous » qu'il faudrait dire. C'est une belle formule. Voilà. Et elle n'est pas de moi. Je crois qu'elle est de... Je ne me souviens pas, peut-être de Noiriel. Peu importe, mais elle marche. Il faut rendre à César. Il faut rendre à César. Voilà, non, donc je disais qu'il ne faut pas, en effet, c'est-à-dire les gens qui disent que l'on brade la nationalité française n'ont pas toujours tort. N'ont pas toujours tort. Et il faudrait s'assurer que chaque personne qui demande et obtient la nationalité française le fait en pleine conscience. Vous voyez, ce monsieur avait pleine conscience de ce que cela signifiait. Parce qu'il y a autant d'histoires qu'il y a finalement de réfugiés. Donc lui met beaucoup de choses derrière la nationalité, d'autres en mettent moins. C'est ça ce que vous nous dites ce matin? Bien sûr. Bien sûr. C'est pas un paquet homogène. Je vous donne un exemple concret. Un passeport français, vous voyez, c'est pas la nationalité, ce n'est pas la citoyenneté, c'est un papier. D'accord, un document français permet de voyager librement. Il a parlé de la liberté, il parlait de la liberté d'expression, de la liberté de conscience, etc. Mais il y a également la liberté d'aller et venir, qui est pour beaucoup de personnes qui ont des passeports qui ne permettent absolument pas le mouvement, simplement un passeport, voilà, qui permet, par exemple, de revenir dans son pays. Librement. Il faut faire attention et il ne faut pas justement céder au conte de fées que tous les gens qui obtiennent la nationalité française sont très très conscients de l'honneur qui leur est fait. Je ne le crois pas. Ayam, je vous propose maintenant d'aller dans votre école. On va vivre l'expérience avec un bénévole, une belle personnalité que vous connaissez bien sûr et que vous aussi vous connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez peut-être sa plume puisque Étienne de Montetti est un journaliste du Figaro bien connu et plus discrètement, il œuvre donc en tant que bénévole dans votre association en tant que professeur d'actualité. Regardez. Je m'appelle Étienne de Montetti, je suis journaliste dans la presse parisienne et je suis bénévole à l'école Pierre Claver depuis une quinzaine d'années. Vous allez bien, tous? Ouais, ça va. Je donne un cours ou du moins un temps autour de l'actualité et je veux expliquer aux élèves cette actualité qui fait vivre les Français. Vous voyez, à la fin du 19e siècle, c'est un Français, Coubertin, qui a eu l'idée de relancer les Jeux Olympiques qui avaient disparu. Je note au tableau des mots. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ça va d'un événement sportif, un événement politique, les élections, la mort de Johnny Hallyday, que sais-je, des choses où les Français vivent quelque chose tous. Et évidemment, pour des réfugiés afghans, iraniens, ukrainiens, parfois c'est des sujets qu'ils ne mesurent pas. Il y a des choses qui les surprennent, parce qu'ils viennent quand même de loin, d'une autre culture. Mais honnêtement, je trouve leur capacité d'adaptation assez bonne. Après, il y a des sujets sur lesquels il faut faire de la pédagogie. La laïcité n'est pas un sujet évident. En fait, c'est la famille d'une jeune fille qui n'a pas accepté une relation et sont allés attaquer le garçon. Je connaissais cette association, c'était donc il y a 15 ou 16 ans. Et donc en septembre, il y avait un cours qui était prévu et qui n'était pas fourni. Et je me suis dit, c'est moi qui vais assurer ce cours. Et c'est devenu un rendez-vous après pour moi. Personnellement, je l'ai bloqué. Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du plaisir, ça m'apporte leur reconnaissance. Ils sont incroyablement reconnaissants. C'est presque gênant, en me disant, bon, je donne un peu de mon temps et tout, moi je ne suis pas non plus un héros. Et ils sont hyper heureux de cette rencontre. C'est le plaisir du professorat que je ne connaissais pas. Bonsoir. La question de la migration, de l'intégration n'est pas réglée dans une école avec une centaine d'élèves, mais c'est une expérience concrète, incarnée, et avec des magnifiques résultats humains qui donnent envie d'y croire. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes Français en devenir. C'est un message d'espoir formidable. C'est des joies profondes quand même, parce que ça fait croire en l'homme. Enfin, il n'y a pas plus beau.
c'est une école de la fraternité, en fait, si je comprends bien ce bénévole, Étienne. Oui, alors, moi je suis toujours... le mot fraternité est très beau, surtout en français. Fraternité, on sent un souffle qui passe. Et on le sent, ce souffle, d'ailleurs. Voilà, on sent le souffle, et je trouve qu'il a très bien parlé, il est d'une élégance, Étienne. Enfin, il est gêné par la reconnaissance. Mais nous, on n'utilise pas beaucoup le mot fraternité à l'école. D'accord, parce que... Il n'y a pas de raison. Pas du tout, parce qu'il est difficile, c'est une notion difficile. En France, la fraternité, telle qu'elle est vécue dans la République, ne tient pas du tout à une origine commune. Vous voyez, voilà, on accueille un frère, celui que vous avez montré au Panthéon. Il est lié à une finalité partagée, voilà, et non pas à une origine commune. Et le mot fraternité, parce qu'il prend comme modèle les frères au sein d'une famille, peut être mal compris. Ça peut être la famille, par extension, ça peut être la nation. Il est plus compliqué et donc, ça qu'il n'y paraît. Voilà. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on a tellement l'habitude de l'entendre. Voilà, le mot fraternité peut, s'il est mal compris, ouvrir sur, par exemple, la préférence nationale. C'est presque excluant. Oui. Voilà. Et il est excluant, il peut être fermé, alors que le mot fraternité, dans la devise, c'est tout un programme. C'est-à-dire, la liberté et l'égalité est donnée, n'est-ce pas? Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est le but, mais ça n'est pas donné d'avance. Encore une fois, l'effort dont parlait le pape et dont je vous parle sans cesse, le travail. C'est-à-dire le travail d'aller contre cette première hostilité, cette première méfiance, l'envie de ne pas partager, et de non seulement s'ouvrir, mais se rendre capable d'ouvrir. C'est-à-dire que c'est ce qui est important et ce qu'on essaye de transmettre à nos élèves qui viennent tous de pays en guerre, de pays hostiles, de pays inéquitables, où franchement la fraternité n'est pas là. D'accord ? Il y a plus de solidarité ethnique, ou toutes sortes de choses que nous avons dépassées en France, mais la fraternité au sens politique, c'est au sens d'un projet politique, n'existe pas. Et c'est extrêmement difficile. Agir envers les réfugiés avec fraternité, c'est une chose. Mais les intégrer dans notre projet politique de fraternité, c'est tout à fait autre chose. C'est leur montrer que la fraternité est un projet en cours. Ça donne envie d'y croire, comme dit Étienne. Exactement ce qu'il dit. Qu'elle repose, que la fraternité, elle s'incarne dans des institutions, dans une justice qui fonctionne, dans une éducation gratuite, dans les impôts que nous payons, dans les relations entre les hommes et les femmes. Tout cela, c'est l'exercice d'une fraternité recherchée, dans l'inclusion de plus en plus précise de tous les laissés pour compte. La fraternité républicaine, ça n'est pas c'est pas un don, d'accord ? C'est un programme, c'est un projet. Et c'est à ça qu'ils doivent s'intégrer. Pour celles et ceux qui ont du mal à adhérer à ce projet-là, ou qui se disent « Oh, j'ai peur », réaction naturelle. Comme nous tous. Quel conseil vous pouvez leur donner pour peut-être... c'est pas mal aussi de s'ouvrir, ça fait du bien quand on s'ouvre de l'intérieur. Il n'y a pas de conseil à donner. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Non, il n'y a pas de conseil à donner. Il y a incarner. Voilà. C'est-à-dire ? Il faut incarner la fraternité. Ce que, là, vous voyez Étienne de Montetti parler. Il l'a. On veut être comme lui, n'est-ce pas ? Oui, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de le voir comme ça. Et il parle de la reconnaissance et de l'amitié. Notre devise à nous, c'est pas la fraternité, mais de l'amitié avant toute chose. L'amitié est une fraternité choisie, sélective en fait. Voilà. Vous avez choisi la France, voilà, vous avez raison. Parce que la France a elle-même choisi d'attirer et d'être l'ami de tout homme qui veut être libre. Oui, votre école, c'est une école de l'amitié. Et donc, c'est une école de l'amitié, et cette amitié est difficile. Voilà, on devrait écrire, vous savez, comme Lévinas a écrit « Difficile liberté », on devrait écrire un livre qui s'appelle « Difficile fraternité ». Merci Ayam. On poursuit l'émission avec la culture. On faisait déjà un peu de la culture. Là, c'est la culture plus classique chez nous avec Constance de Bonaventure qui va nous présenter quelques livres, pièces de théâtre ou expositions. Bonjour Constance. Bonjour David. Bonjour à tous. Intégration, immigration, un thème qui nourrit de nombreux récits littéraires, Constance. Oui, alors parmi eux, moi j'avais envie de vous présenter ce récit, celui de Mahir Güven qui s'appelle « Rien de personnel ». Alors fils d'immigrés turcs, Mahir Güven est aujourd'hui
écrivain et éditeur. Et dans ce récit, il explore donc le parcours familial et il revient aussi sur sa trajectoire personnelle. Sa famille arrive en France en 1984 et son père, un militant kurde, est assassiné à Paris alors qu'il n'a que 5 ans. Mahir va donc grandir avec sa mère, sa grand-mère et sa sœur dans une petite ville, dans un petit appartement à côté de Nantes. Dans ce livre, il raconte non seulement la tentation de la nostalgie, les difficultés du déracinement, mais il se questionne aussi et il décortique son identité et il explique, il raconte tout ce chemin. Comment est-ce qu'ils sont devenus français? Qu'est-ce qui les a aidés, lui et sa famille, à devenir français? Alors bien sûr, il y a l'école, mais pas seulement, il y a aussi des mains tendues, des rencontres comme celle avec André, un ancien professeur de français qui a inculqué au petit Mahir le goût du savoir. Et Mahir Guven, dans son récit, revient sans cesse aussi sur l'importance de la maîtrise de la langue. Et pour lui, en fait, c'est une question qui devrait être au cœur de la réflexion sur l'intégration. C'est un récit qui est vraiment très intime, très personnel, bourré d'anecdotes et puis qui casse aussi beaucoup de préjugés sur l'immigration. Rien de personnel de Mahir Guven, c'est publié chez Lattès. Il y a toujours des histoires incroyables derrière celle des réfugiés, en fait. On l'oublie. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est des histoires. Ce sont des récits, ce sont des personnes. Oui, c'est ça. Et voilà un nouveau écrivain français. Ouais. Avec d'ailleurs ce document officiel, titre de voyage sur le livre. C'est son premier titre, apparemment. Oui. C'est encore enfant. Oui. On poursuit, Constance, avec une exposition qui se déroule à Paris à la BNF, la bibliothèque François Mitterrand. Oui, alors l'expo s'appelle « La France sous leurs yeux ». C'est le regard de 200 photojournalistes français sur la France d'après-Covid. Alors c'est une expo exceptionnelle parce que c'est une commande du ministère de la Culture à ces 200 grands photographes français pour dresser un état des lieux de la France des années 2020. C'est la commande publique la plus importante d'Europe en termes de photos et une commande qui va d'ailleurs rester ensuite dans les archives de la BNF. Alors qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est une radioscopie de la France d'aujourd'hui, de cette France bouleversée par la pandémie. Et c'est des photos qui s'arrêtent donc sur les personnes les plus affectées par les confinements successifs, donc le troisième âge, les milieux populaires, la jeunesse rurale et celle des cités. Par exemple, il y a cette série de photos de Sandra Mel qui sont assez touchantes. Elle a voulu explorer les histoires amoureuses des jeunes des cités pour comprendre, dit-elle, cette jeunesse des quartiers. C'est une exposition extrêmement riche qui, vous le verrez, présente une France aux multiples visages. La France sous leurs yeux, c'est donc à la bibliothèque François Mitterrand à Paris et c'est jusqu'au 23 juin prochain. Et c'est intéressant de mettre la jeunesse en avant, Ayam. Une jeunesse visiblement triste. Oui. Visiblement triste. Je crois qu'on oublie ce que l'on a demandé à la jeunesse de France durant l'épidémie. Justement, cette méfiance, ce sacrifice qu'on leur a demandé. Pour redonner un peu d'espérance. Oui, non, mais maintenant, on s'inquiète de la radicalisation de la jeunesse. Je trouve que des images de cette détresse pourraient nous éclairer. Direction Audincourt maintenant, c'est dans le Doubs pour la messe que nous allons célébrer dans quelques minutes, Constance. Oui, je vous emmène découvrir cette surprenante église du Sacré-Cœur. Très surprenante. Construite après la Seconde Guerre mondiale, c'est un exemple typique de l'art sacré du XXe siècle, un art minimaliste qui utilise, vous le voyez, le béton armé. Alors c'est le dominicain, le père couturier, qui a réuni des artistes de renom pour les décors, comme cette mosaïque abstraite à l'entrée, une œuvre de Jean Bazaine. Dans le chœur et la nef, c'est l'artiste Fernand Léger qui a conçu ces 17 vitraux multicolores autour du thème de la Passion. Tous convergent vers ce vitrail central qui représente les 5 plaies du Christ, une fresque qui donne beaucoup d'éclat à cette église. Et ce n'est pas fini, nous allons maintenant dans le baptistère dont les vitraux sont de Jean Bazaine. Et regardez cette cuve baptismale simplement sculptée dans un bloc de pierre. On termine avec la crypte et sa verrière murale signée Jean Lemoal, un ensemble donc très minimaliste dont l'objectif était de créer un lieu de sérénité en cette période d'après-guerre. Merci Constance, merci Ayam. Restez avec nous pour la messe que nous célébrons donc maintenant dans cette très belle église du Doubs. Très belle célébration à chacune et à chacun tout à l'heure.